Bienvenue à toutes dans ce 6e épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est donc l'alimentation. Et nous allons parler de quelque chose qui touche beaucoup de femmes et que voilà, nous les femmes, on aime particulièrement en général tenter, expérimenter, etc. Ce sont les régimes. C'est vrai que je pense qu'on a toutes plus ou moins à un moment ou à un autre de notre vie essayé de faire un régime. Alors il y a plein de raisons possibles, hein. Ça peut être déjà d'essayer de perdre un petit peu de poids, de faire attention à notre ligne, d'avoir un beau corps avant l'été, de diminuer un petit peu les excès qui ont pu être faits pendant les fêtes et qui nous ont fait prendre quelques kilos supplémentaires. Donc il y a plein de raisons en fait qui expliquent le fait que beaucoup de femmes à l'heure actuelle testent des régimes. Et donc, on s'aperçoit que souvent ces régimes, ils ne sont pas forcément très encadrés en fait. Les femmes se lancent là-dedans parce qu'elles ont envie de perdre du poids, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément tous les codes. On pense qu'on peut faire un régime comme ça en claquant des doigts ou en lisant un livre qui recommande telle ou telle méthode, mais c'est vrai qu'on se rend compte que à la suite de ce régime, alors parfois on perd quelques kilos en effet, en se privant souvent de certaines catégories d'aliments en particulier, mais très très souvent on a soit un effet rebond, soit on a des petits déséquilibres après dans le corps qui sont liés à un manque en fait de certaines catégories de nutriments. Donc voilà, les régimes, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment à bannir. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de t'expliquer tout cela, de t'expliquer un petit peu le mécanisme de notre corps quand on fait un régime. Et de déconstruire peut-être certaines idées reçues et certaines croyances que tu as peut-être, donc au sujet des régimes mais également au sujet de l'alimentation, parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui est hyper important encore une fois chez les femmes et qu'on n'a pas assez d'informations données vraiment là-dessus pour pouvoir faire un choix vraiment éclairé à ce niveau-là. Parce que en effet un régime c'est pas forcément toujours la bonne chose à faire, et notamment quand on est en essai bébé, puisque bien sûr ce podcast s'adresse particulièrement aux femmes en essai bébé, mais encore une fois, cet épisode, il peut s'adresser à n'importe quelle femme parce que ce que je vais dire, c'est vraiment des choses qui s'appliquent pour n'importe quelle personne en lien du coup avec l'alimentation. Donc, si on revient aux essais bébés, c'est vrai que en fait souvent certains médecins conseillent à leurs patientes en fait qui sont un petit peu en surpoids d'essayer de perdre quelques kilos parce que ça augmenterait les chances de réussite de leurs essais bébés. Donc elles tomberaient enceintes comme ça plus facilement. Et c'est souvent ce qui est conseillé aussi, notamment avant un parcours PMA. Souvent c'est un peu un critère un peu discriminatoire où en fait les femmes qui sont en surpoids des fois n'ont pas forcément entre guillemets les mêmes chances que des femmes qui auraient un petit peu moins de poids à perdre. Et c'est vrai que ça c'est voilà, j'ai beaucoup de clientes qui sont passées par là et c'est vrai que c'est terrible en fait de se voir refuser l'accès à la PMA à cause de ça. Donc voilà, donc on va y revenir juste après, mais c'est vrai que c'est un problème pour pas mal de femmes qui sont en essai bébé. Et donc comme je te le disais tout à l'heure, et notamment donc dans le cas des essais bébés, puisque là pour le coup des fois on n'a pas forcément la motivation d'essayer de perdre du poids ou autre, mais c'est vrai que quand on veut absolument un bébé et qu'on nous dit que c'est une des conditions pour tomber enceinte plus facilement, bien sûr on va se mettre à ces fameux régimes pour essayer d'augmenter ses chances de tomber enceinte. Et comme je te le disais tout à l'heure, ces régimes sont souvent restrictifs, c'est-à-dire que c'est des régimes avec soit moins de protéines, soit moins de graisse, soit moins de sucre, Je pense que voilà, tu connais tout ça peut-être parce que tu en as entendu parler aussi. On entend beaucoup des fois de retours de copines ou autres qui nous disent moi j'ai essayé ça, tu devrais essayer. Donc voilà, donc j'avais envie un peu d'éclaircir tout ça et de te donner vraiment des petites billes aujourd'hui pour pouvoir faire ton propre choix et essayer de voir comment est-ce que tu peux peut-être perdre un petit peu de poids ou du moins rééquilibrer ton alimentation sans écueil on va dire, et sans avoir des conséquences qui soient encore plus négatives derrière. Donc en fait les régimes restrictifs, donc où on supprime en fait une catégorie de nutriments, les nutriments c'est les sucres, c'est les graisses, etc. En fait ce n'est pas forcément très très bon pour l'organisme parce que notre organisme, en particulier notre système reproducteur, mais tout notre organisme en général,
général, il a besoin en fait de toutes les catégories de nutriments et on va le revoir par la suite. En fait, l'alimentation, c'est un vrai pilier de la fertilité. Je pense que si tu me suis depuis quelques temps, tu m'as déjà entendu te parler de ça. Mais en fait, pour moi, c'est la base de tout, l'alimentation. Alors, c'est un pilier de notre fertilité, mais c'est aussi un pilier de notre santé en général, puisque pour que notre corps se porte bien, pour que nos cellules fonctionnent bien, pour que nos organes fonctionnent bien, on a besoin d'avoir ce carburant en fait. Voilà, tout ce que nous apporte l'alimentation, c'est indispensable au fonctionnement global de notre corps. Et si on reste dans le cadre des essais bébés, l'alimentation est bien sûr indispensable au bon fonctionnement de notre appareil reproducteur. L'alimentation est indispensable pour la production donc des ovules et des spermatozoïdes, puisque on parle beaucoup des femmes, mais l'alimentation des hommes est hyper importante aussi si on veut avoir des spermatozoïdes de qualité. Et enfin, l'alimentation est hyper importante également pour avoir une bonne sécrétion d'hormones. Donc là, je te donne que quelques exemples, mais bien sûr, et ça paraît assez logique en fait, tout ce qui se passe dans notre corps a besoin à un moment ou à un autre de carburant, a besoin d'éléments que l'on trouve dans l'alimentation pour pouvoir fonctionner. Et donc en effet, moi quand je travaille avec mes clientes pour augmenter leurs chances donc de tomber enceinte, on travaille beaucoup sur l'alimentation parce qu'en fait c'est un levier qui est facile à actionner. C'est facile d'agir dessus, c'est facile d'y travailler dessus parce que en fait on mange 3 voire 4 fois par jour et qu'en fait ça fait partie de notre quotidien. Donc là il s'agit pas de se rajouter une chose à faire dans notre quotidien. En fait c'est simplement de réadapter peut-être des fois certaines petites habitudes et certaines choses que l'on fait spontanément pour essayer d'avoir une alimentation de meilleure qualité et qui soit vraiment propice à cette fertilité et à notre santé en général. Voilà, le but c'est d'y aller vraiment petit pas par petit pas. Et alors tu vas le voir, ça je vais te le répéter plein de fois, mais pour moi en fait quand on parle de rééquilibrage alimentaire avec mes clientes, parce que du coup je ne parle pas de régime mais de rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas du tout pareil, parce que comme je te le disais encore une fois, les régimes on supprime souvent certaines choses, alors que le rééquilibrage alimentaire c'est totalement différent. Ça peut permettre de perdre du poids, ça te permettra forcément d'être en meilleure santé, mais sans forcément avoir toutes les contraintes d'un régime et surtout tous les déséquilibres, les éventuelles carences qu'il peut y avoir à la suite d'un régime, etc. Donc ça c'est hyper important. Et donc l'autre chose très importante, c'est que quand on parle donc de ce fameux rééquilibrage alimentaire, on parle toujours du plaisir à manger, parce que pour moi ça c'est indispensable. Et là ça c'est pareil, quand on fait un régime, la plupart du temps on perd ce plaisir de manger parce que on a toujours pareil cette contrainte, on ne peut plus manger certaines choses qu'on adore manger. Donc je dis pas qu'il faut continuer à tout manger dans les mêmes quantités, c'est le principe du rééquilibrage alimentaire, on va le voir ensuite dans l'épisode. Mais du moins, à partir du moment où on a trop de contraintes, trop de privations, etc., et en fait, on perd aussi le plaisir de manger, et manger doit vraiment rester un plaisir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aimer faire à partir du moment où on se met des contraintes. Alors, c'est valable pour l'alimentation, mais c'est valable pour n'importe quoi. Si on fait du sport à contre-cœur parce que peut-être on n'a pas trouvé le bon sport ou que on n'a pas forcément la bonne façon de s'y mettre, etc., et c'est pareil, en fait. Ce sont des choses que l'on ne va pas arriver à tenir sur le long terme. Et en fait, moi, quand j'installe de nouvelles habitudes alimentaires avec mes clientes, on en discute et en fait j'adapte ça vraiment par rapport à leurs habitudes de vie de telle manière à ce que déjà ce soit facile à mettre en place dans leur quotidien et ensuite de telle manière à ce que ces habitudes alimentaires elles puissent les garder sur le long terme. Le but c'est ça, c'est vraiment que ça tienne sur le long terme et que voilà toute leur alimentation se retrouve mieux équilibrée de manière durable et que encore une fois on garde toujours le plaisir de manger. Ça c'est vraiment hyper important. Donc, comme je te le disais, en fait, si on revient un peu à cette notion de régime, quand on veut avoir un bébé, c'est vrai que perdre quelques kilos ou du moins rééquilibrer son alimentation, ça peut vraiment être une très bonne chose. Mais c'est hyper important, comme je te le disais, d'adopter la bonne méthode, en fait, qui pourra être appliquée facilement et surtout sans trop de contraintes, sans trop de restrictions pour qu'elle ne soit pas vouée à l'échec. Voilà, ça c'est la base de tout. Moi, avant de commencer à donner des conseils et à dire ça serait intéressant de changer telle ou telle chose, etc., c'est la première chose dont je parle avec mes clientes. Vraiment cette notion de plaisir et cette notion que ce rééquilibrage alimentaire doit se faire. Alors bien sûr qu'il y aura des choses toujours des fois un peu compliquées parce que bien sûr il y a certaines choses qu'il faudra quand même réduire, etc. Mais le but c'est d'essayer d'avoir le moins de contraintes et le moins de privations possible pour que ça puisse tenir dans le temps et surtout pour que notre organisme puisse s'adapter aussi à ces changements et que ce soit bénéfique pour lui. Voilà. Donc du coup...
même si l'on cherche à perdre du poids et même si l'on voit ça un peu comme une contrainte ou autre, on peut vraiment y mettre du plaisir et vraiment que ça se transforme en quelque chose d'agréable. Et après, un autre petit penchant aussi un peu négatif en fait des régimes, c'est que à partir du moment où on a des restrictions, alors comme je te disais déjà, on perd le plaisir sur le moment de manger, mais il y a aussi les effets sur le long terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des restrictions, où il y a des privations, on sait comment est fait l'organisme humain, et là encore une fois c'est physiologique, très souvent il va y avoir une sensation de manque et des pulsions alimentaires, parce qu'à partir du moment où on prive le corps de quelque chose, souvent on en a encore plus envie, je pense que tu as peut-être déjà testé ça avec le sucre ou voilà, avec des choses comme ça que tu as peut-être essayé de supprimer complètement et en fait tu avais tendance à avoir des pulsions. Donc ça, c'est vrai que cette motivation que l'on a souvent au début d'un régime, on la tient pendant un certain temps, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, malheureusement, on n'a plus cette motivation-là, il y a toujours un moment en général où on recraque. Donc évidemment que ce n'est pas toujours simple, si tu entames un régime alimentaire, tu auras peut-être des pulsions, même si on fait un rééquilibrage alimentaire à ma manière, c'est-à-dire avec une manière très douce, etc. Mais malgré ça, tu auras peut-être des pulsions, ça je dis pas le contraire, et on peut arriver à contrebalancer ces pulsions, notamment avec certains petits oligo-éléments, par exemple, en naturopathie, ou même avec certaines plantes, ça fonctionne très bien. Mais voilà, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de pulsions. Par contre, en effet, on peut les accompagner, on peut essayer de les réduire parce que ça aussi, ça peut être un équilibre, notamment au niveau hormonal, le fait qu'on ait des fois certaines pulsions. Donc tout ça, ça se régule. Mais en effet, ça peut toujours être là, même avec un rééquilibrage alimentaire qui est fait progressivement, etc. Mais ce qui est hyper important, en fait, et ce que j'ai vraiment envie que tu retiennes, c'est que quand on veut perdre du poids, quand on veut rééquilibrer son alimentation, donc je pense que tu l'auras compris, le but c'est vraiment de garder du plaisir, que ce soit pas trop compliqué, qu'il n'y ait pas trop de privation. Et en fait, moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on travaille vraiment sur la routine alimentaire en général. Parce que c'est bien beau de dire ça serait bien de manger telle ou telle chose, etc. Mais si on ne travaille pas sur tout ce qui entoure en fait les repas, l'alimentation, etc., des fois on a un peu de mal à mettre tout ça en place. Donc en fait, moi je travaille avec mes clientes sur leurs habitudes de vie parce que des fois c'est pas toujours facile aussi d'adapter la composition de certains repas si elles ont un rythme de vie un petit peu à 100 à l'heure. Si par exemple le midi elles n'ont pas forcément le temps de manger et qu'elles se rattrapent un peu le soir, voilà, ça c'est pas forcément une très bonne chose. Normalement il vaudrait mieux faire un plus gros repas le midi que le soir. Mais c'est vrai que si on leur donne pas des outils, si on vous donne pas des outils pour essayer de modifier un petit peu aussi ses habitudes alimentaires, etc. Et en fait, des fois, le fait de changer certaines choses dans l'alimentation, ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, il y a des habitudes de vie qui ne sont pas compatibles aussi avec ce rééquilibrage alimentaire. Donc en fait, quand on travaille vraiment sur l'alimentation et sur la modification de l'alimentation, moi en tout cas, c'est ce que je fais avec mes clientes et c'est vrai que c'est bien d'être accompagnée pour ça parce que faire tout ça tout seul, c'est des fois un peu compliqué, surtout quand on a certaines habitudes alimentaires dont on a du mal à se débarrasser, mais c'est important de travailler sur toute ta routine globale, donc tes habitudes de vie, sur l'organisation et la composition des menus en général, sur ta façon de faire les courses aussi, parce qu'il y a toujours des façons de simplifier tout ça. Moi je vois, il y a beaucoup de mes clientes qui avaient vraiment des contraintes, une charge mentale énorme par rapport à ça, aux courses, aux menus, etc., qui n'avaient pas envie de faire à manger, alors que là c'est pareil. Moi je considère que manger c'est un plaisir, mais faire à manger ça peut aussi devenir un plaisir. On peut simplifier les choses pour que ce soit agréable, etc. Donc c'est hyper important de travailler sur tout ça et de travailler, comme je te le dis souvent, aussi sur le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, la façon dont tu vois ça, les croyances que tu as peut-être par rapport à l'alimentation, etc. Voilà un petit peu, j'avais envie de te faire un petit récapitulatif sur la façon dont moi je travaille, du moins, et sur la façon dont tout le monde devrait travailler quand on entame en fait un rééquilibrage alimentaire ou une modification des habitudes alimentaires. C'est bien beau de voir un régime, de lire un livre comme je te disais tout à l'heure et d'essayer d'appliquer ces conseils, mais s'il n'y a pas tout ce package autour et si on ne travaille pas sur les croyances, les habitudes, etc., souvent ça ne va pas forcément s'inscrire sur du long terme du moins. Donc ça c'est hyper important. Donc, on va en revenir maintenant au sujet aussi du podcast, puisque je voulais quand même te donner des petites pistes. Là, c'est un peu mon explication et pourquoi, par rapport au régime, et pourquoi est-ce que, en effet, c'est pas forcément une très très bonne solution et pourquoi ça ne marche pas sur le long terme. Maintenant, je vais quand même te donner des petits conseils de base, on va dire, par rapport à l'alimentation. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, c'est changer son alimentation, ça nécessite des conseils personnalisés, ça nécessite de s'adapter à toutes tes habitudes de vie, etc. Mais il y a
a quand même des choses qui reviennent systématiquement en fait dans ce que je dis aux femmes que j'accompagne, et c'est ce que j'avais envie de te partager du coup dans ce podcast, parce que en effet il y a des choses qui sont incontournables, et notamment la première chose, et c'est aussi pour ça que les régimes pour moi sont vraiment à bannir, les régimes restrictifs du moins, sont à bannir parce que un des éléments principaux dont je t'ai déjà parlé, c'est qu'en fait notre corps a besoin de toutes les catégories de nutriments. Donc en plus de ce côté, on disait restrictif, privation, etc., le fait que ce soit pas très agréable, pas très facile à mettre en place, pas durable, etc., il y a aussi, on revient à la physiologie simple de notre corps, c'est que en fait notre corps a besoin de toutes les catégories de nutriments pour fonctionner. Donc je vais te donner des petits exemples à chaque fois, et tu vas vite comprendre en fait que chaque élément est indispensable. Souvent on entend à l'heure actuelle qu'il faut manger moins de viande. Alors, c'est pas totalement faux, c'est vrai que des fois il y a eu un excès de consommation de viande chez certaines personnes, mais malgré tout, les protéines restent indispensables en fait. Les protéines, elles sont nécessaires, c'est un peu les briques en fait dans notre corps, hein. Elles permettent de fabriquer plein de choses, notamment les cellules et les hormones, les parois, voilà, il y a plein de choses qui sont liées aux protéines et aux acides aminés qu'elles contiennent. C'est aussi les protéines qui vont participer au renouvellement, à la réparation cellulaire. Enfin, voilà, les protéines, elles sont vraiment indispensables. Et c'est vrai qu'on a un peu cette croyance de se dire qu'on mange trop de protéines. Et donc ça, moi, pareil, avec mes clientes, on calcule exactement en fonction de leur poids la quantité de protéines dont elles ont besoin. Et très souvent, elles sont surprises parce qu'en fait, la plupart de mes clientes ne mangent pas assez de protéines, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est vrai que quand on manque de protéines, en fait, ça déséquilibre tout. Donc ça empêche en effet la formation des cellules, des hormones, etc. Donc ça a un impact direct sur notre corps, mais c'est aussi un effet indirect parce que en fait les protéines et notamment les acides aminés qui les constituent sont indispensables à plein de fonctions dans l'organisme. Donc ça c'est la première chose, et ça j'insiste vraiment avec mes clientes parce qu'encore une fois il y en a beaucoup qui ont cet a priori là, alors que ce n'est pas forcément vrai. Et quand on parle de protéines, on ne parle pas forcément que de la viande, hein. On parle aussi des protéines végétales. Et ça aussi, je le dis à mes clientes, c'est important de varier en fait ces sources de protéines. On ne va pas consommer que des protéines animales, on va aussi mixer avec des protéines végétales. Et les végétariens, c'est pareil, hein. Ils peuvent très bien avoir leur quantité de protéines juste avec des végétaux, mais c'est pareil, ça se travaille, hein. Voilà. Mais c'est hyper important. Ensuite, deuxième chose qui est souvent décrite aussi, ce sont les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui est sucre. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, pareil, suppriment complètement le sucre de leur alimentation. Or, le sucre, c'est quand même important de le rappeler parce qu'il y a certaines femmes qui ont tendance aussi à l'oublier, c'est en fait la principale source d'énergie de notre corps. Notre corps a besoin de sucre pour fonctionner. S'il n'a pas de sucre, il n'a plus de carburant. Et des fois même, lorsqu'il n'a pas assez de sucre, il va puiser dans les réserves musculaire pour arriver à retrouver du carburant. Donc du coup, ce n'est pas en supprimant le sucre qu'on va participer au bon fonctionnement de l'organisme, bien au contraire. Alors là, encore une fois, hein, c'est comme pour les protéines, hein, je ne te dis pas de manger du sucre, et en particulier ce qu'on appelle les sucres rapides. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais je pense que tu vois ce dont je parle. Les sucres rapides, c'est tout ce qui pénètre très rapidement dans le sang et qui fait augmenter l'insuline d'un coup. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de stocker en fait le sucre et de réduire la quantité de sucre dans le sang. Donc en fait, ces sucres rapides qui sont les pâtisseries, les gâteaux, les jus de fruits très sucrés, enfin voilà, tout ce qui contient vraiment du sucre brut. Ces sucres-là, bien sûr, il ne faut pas en consommer en trop grande quantité. Tout est une question de répartition et d'équilibre, on va dire, au niveau des quantités. Donc il en faut du sucre, ça c'est clair et net. Il faut aussi le manger au bon moment dans la journée, donc ça c'est important. Par exemple, le sucre le matin, c'est pas du tout quelque chose qui est intéressant parce que notre corps n'est pas fait pour assimiler les sucres le matin, mais par contre à d'autres moments de la journée c'est hyper important. Et après, quand on parle des sucres en général, on imagine toujours le sucre tel quel, le sucre de table, voilà, classique, mais il n'y a pas que ça en fait. Les sucres, c'est les glucides en général, et dans les glucides nous avons tout ce qui est féculent, tout ce qui est à base de farine. Et là, c'est pareil, plutôt que d'avoir toujours de la farine blanche, on peut partir sur des farines complètes, semi-complètes, etc., qui sont plus intéressantes que la farine blanche, mais c'est des choses dont on a besoin aussi. On a besoin aussi de ces glucides pour permettre un bon fonctionnement de l'organisme. Et il y a aussi pas mal de glucides qui sont des sources de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques que l'on trouve donc dans l'intestin,
et qui sont indispensables en fait au bon fonctionnement aussi de l'intestin. Donc ces glucides sont très très importants. Voilà. Mais encore une fois, c'est comme pour les protéines, j'insiste sur le fait que je ne t'incite pas à manger tous les sucres en grande quantité, bien sûr que non, il faut trouver le bon équilibre et bien sûr qu'il faut privilégier des sucres qui sont plutôt lents aux sucres rapides. Voilà, alors ça c'est tout un... Enfin, le débat sur les sucres et tout ça, c'est tout un sujet et je peux pas t'en parler là dans ce podcast, sinon ça durerait 3 heures. Mais je te promets que je te referai un épisode de podcast là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à comprendre et voilà, je me rends compte au final que peu de personnes comprennent vraiment la mécanique en fait qu'il y a derrière tout ça. Et donc souvent on prend des solutions un peu radicales alors que quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne dans le corps, on comprend mieux quand est-ce qu'il faut manger tel ou tel sucre, voilà, qu'il vaut mieux privilégier des féculents avec de la farine complète, semi-complète plutôt que de la farine blanche. Mais tout ça, voilà, c'est de l'information, c'est important de l'assimiler et voilà, mais du coup ça prend vraiment longtemps de parler de tout ça, donc là je te dis juste les éléments de base et je t'explique juste que chaque nutriment est important. Ensuite, troisième nutriment qu'on diabolise énormément aussi, ce sont ce qu'on appelle les lipides, c'est-à-dire pour simplifier les graisses. Les graisses, ça c'est pareil, on voit beaucoup de régimes sans graisse alors que les graisses sont indispensables en fait au fonctionnement de notre organisme. Donc là pareil, c'est comme pour les sucres, il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses en quelque sorte, donc là pareil, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est long aussi, enfin ça peut être un petit peu long à expliquer, mais on va bien sûr il faut trouver le bon équilibre donc au niveau des graisses que l'on mange, hein, par exemple pas trop manger de graisses qui sont dites saturées, donc fromage, charcuterie, etc. et privilégier plutôt tout ce qui est insaturé, notamment les oméga 3 par exemple, que l'on trouve dans l'huile de colza, dans les petits poissons gras, etc. Donc il y a plein d'astuces comme ça et c'est très important d'avoir le bon équilibre et la bonne balance au niveau des graisses pour manger les bonnes graisses et surtout des graisses entre guillemets de qualité, mais il ne faut jamais supprimer toutes les graisses. Les femmes qui mangent de la salade comme ça, sans mettre d'huile dedans, ou qui cuisinent sans huile, etc. Ben en fait, moi, c'est quelque chose, quand je vois des femmes entamer ce genre de régime sans graisse totale, je leur réexplique à quoi servent les graisses dans le corps, et là, tout de suite, leur visage s'illumine et elles me disent « Ah, mais du coup, c'est magnifique parce que je peux, ça y est, réintroduire un peu d'huile, etc. » Oui, bien sûr, si on choisit la bonne huile, l'huile a énormément de bénéfices pour notre corps, mais encore faut-il savoir laquelle. Voilà. Par exemple, l'huile de tournesol, c'est pas forcément la meilleure huile qui existe parce qu'elle contient des composés qui vont plus créer une inflammation dans le corps qu'autre chose. Par contre, de l'huile de colza ou de l'huile d'olive, c'est des huiles qu'on peut consommer tous les jours sans aucun problème. Et donc, pour t'expliquer rapidement, au niveau notamment de l'appareil reproducteur, en fait, il faut savoir que nos hormones, elles sont fabriquées à partir du cholestérol. C'est le cholestérol qui, dans la chaîne un peu de fabrication des hormones, est tout en haut en fait. Donc, s'il n'y a pas de cholestérol, il ne peut pas y avoir une bonne fabrication des hormones. Donc les femmes qui mangent des régimes sans aucune graisse, alors nous on en fabrique un petit peu de cholestérol, mais c'est vrai que quand il n'y a pas du tout de graisse, et bien probablement qu'il y aura un problème à un moment ou à un autre au niveau hormonal. Et pareil, donc les graisses, elles rentrent aussi dans la composition et la fluidité des membranes, donc notamment l'ovule, pour que le spermatozoïde puisse pénétrer à l'intérieur, ben en fait si la membrane n'est pas suffisamment souple, il ne va pas y arriver. Donc ça c'est hyper important. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc surtout, ne pas supprimer toutes les graisses et voilà, savoir bien les doser et savoir quelle graisse utiliser, mais jamais de régime sans graisse. Ça, c'est hyper important. Et après, autre chose qui est très très important et dont on se prive parfois dans certains régimes aussi, ce sont tout ce qui est vitamines et minéraux, puisqu'ils sont indispensables à la qualité, à la quantité des spermatozoïdes et des ovules. Ils sont également indispensables, vitamines et minéraux, pour avoir une glaire qui soit de qualité. Ils réduisent le risque de fausse couche, ils optimisent la fertilité, ils réduisent l'inflammation de l'organisme, bref, ils sont indispensables. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, du coup, toutes ces grandes catégories de nutriments que je viens de te citer, et ben en fait, si l'un d'entre eux venait à manquer, en fait, c'est toute la mécanique de reproduction qui peut être remise en cause. Voilà, il va y avoir probablement une mauvaise fabrication d'hormones parce qu'il y aura une mauvaise stimulation des organes reproducteurs. Les spermatozoïdes et les ovules, comme on l'a vu, seront de moins bonne qualité, avec moins de chances de réussite de la fécondation. Et l'endomètre, donc la petite paroi au niveau de l'utérus, donc sur laquelle va venir se nicher l'embryon,
cet endomètre, si on ne mange pas comme il faut, il ne sera pas très épais, il ne sera pas très nutritif, et donc l'embryon n'aura pas envie de s'accrocher à ce niveau-là. Donc c'est hyper important, et là encore une fois, ce ne sont que des exemples, mais vraiment la liste pourrait être très longue des conséquences d'une mauvaise alimentation sur notre organisme. Donc certes, pour te résumer un petit peu tout ce que je viens de te dire, ça peut être intéressant en effet de faire attention à son alimentation, et c'est même un passage quasi obligatoire quand on veut avoir un bébé et optimiser ses chances de tomber enceinte. Donc on passe par l'alimentation, on modifie des choses au niveau de l'alimentation pour que ces chances soient optimisées, mais par contre, en aucun cas, on essaye de supprimer des catégories d'aliments, voilà, où on essaye de se mettre des contraintes, des préventions, etc. Ça n'apportera que du négatif à ton corps, et c'est absolument pas le but. Le but, c'est vraiment de rééquilibrer et au contraire, de favoriser un bon fonctionnement de ton organisme. Or, à partir du moment où il y a des restrictions, il ne peut pas y avoir un bon fonctionnement de ton organisme. Voilà. Donc, comme on l'a vu, on essaye de modifier certaines choses. Donc, comme je te l'ai dit, il y a quand même certains aliments qui peuvent être à réduire, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à en consommer des trop grandes quantités, notamment ce que je te disais avec les sucres rapides et les graisses saturées, voilà, que l'on trouve beaucoup dans notre alimentation européenne à l'heure actuelle et qui n'est pas du tout en accord avec la physiologie de notre organisme. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses quand on fait un rééquilibrage alimentaire que l'on réduit et d'autres choses que l'on augmente, ça c'est clair et net. Parce que si on fait pas ça, il peut y avoir des vrais déséquilibres. Par exemple, si on a une trop grande quantité de sucre rapide, on peut vraiment avoir un déséquilibre total du système hormonal, et c'est ce qui rend notamment en jeu dans les SOPK. Souvent, c'est vraiment un déséquilibre au niveau des sucres. Donc, c'est important d'agir à ce niveau-là pour réduire les risques, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans le côté extrême et qu'on se dit qu'on ne mangera plus jamais de sucre de notre vie, qu'on ne va plus jamais manger de gâteau, etc. Le principe, en fait, c'est encore une fois de vraiment regarder tes habitudes de vie, tes habitudes alimentaires, les déséquilibres que tu as aussi, ça c'est hyper important parce qu'on adapte aussi les conseils alimentaires en fonction des déséquilibres, notamment hormonaux par exemple, que tu peux avoir, et d'essayer donc d'adapter le rééquilibrage en fonction de ça. Donc du coup, hyper important d'avoir des conseils personnalisés. Donc suite à cet épisode, si ça t'a un peu titillé, si tu as compris l'importance donc de modifier des choses au niveau de ton alimentation, et si tu as compris aussi l'importance que ce soit vraiment personnalisé et que ça s'adapte donc comme je te le disais à tes déséquilibres, à ta situation à toi, à tes conditions de vie en général aussi, pour que tu puisses arriver à mettre en place assez facilement ce rééquilibrage alimentaire, que ça ait un vrai impact sur ton corps et surtout que ça dure dans le temps, tu peux me solliciter. En ce moment, je propose du coup ce que j'appelle un bilan de fertilité, mais en fait c'est plus ou moins un bilan de santé générale où en fait on va regarder un petit peu tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie, pourquoi pas si tu observes ton cycle, on pourra regarder un petit peu également ce qui s'y passe. Et en fait le but c'est avec comme un petit questionnaire que je vais te faire, en fait on va essayer d'analyser un petit peu tout ce qui se passe dans ton corps, donc c'est quand même assez complet dans ton corps et dans ta vie en général. Et on va faire un petit bilan de ça. Donc ça, c'est entièrement gratuit en ce moment. Donc c'est vraiment hyper important de saisir cette opportunité-là parce que en observant un petit peu comme ça tout ce qui se passe dans ta vie, tes habitudes, etc., on va pouvoir voir, enfin moi je vais pouvoir voir exactement ce que tu peux modifier, ce que tu peux aussi placer en priorité, parce que c'est vrai que des fois quand on a plusieurs choses sur lesquelles on veut agir, on peut pas tout commencer en même temps. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi de modifier en premier. Et donc en particulier, alors ça peut être dans la vie des femmes en général, c'est pas que dans le cas des essais bébés, parce que c'est toujours intéressant des fois de rééquilibrer son alimentation ou d'agir sur son hygiène de vie même quand on n'a pas de projet bébé. Mais si tu as un projet bébé en particulier, on va vraiment établir en fait une sorte de plan d'action en fonction de tout ce que tu as déjà mis en place et en fonction un petit peu de ce qui va, de ce qui ne va pas par rapport à ta santé et en particulier au contexte des essais bébés. Et en fait, je vais te proposer vraiment des petites actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place, alors que ce soit au niveau de ton alimentation, de ton hygiène de vie, on va vraiment voir ça ensemble et tu vas ressortir vraiment de ce rendez-vous qui est un rendez-vous en visio du coup pendant 30 minutes. Avec vraiment quelque chose de très concret et les premières actions que tu vas pouvoir mettre en place. Et je pense que tu l'as compris tout au long de cet épisode, moi ma façon d'aider mes clientes, c'est vraiment de leur permettre d'agir petit pas par petit pas et surtout que ce soit facile à intégrer dans leur quotidien pour que ça tienne sur la durée et qu'elles gardent en fait cette motivation à mettre en place certains changements. Donc ça c'est hyper important et c'est vraiment ce qu'on va travailler avec ce bilan de santé, bilan de fertilité
Voilà, je vais vraiment t'accompagner pour commencer à débuter ces changements qui des fois ne sont pas faciles quand on est seul. Des fois on se dit je vais modifier telle ou telle chose, mais voilà, soit on ne sait pas par quoi commencer, soit on a du mal à mettre les changements en place sur la durée. Donc là c'est vraiment le but de t'accompagner pour vraiment commencer. Et en général une fois qu'on est lancé c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter, tu as le lien juste en dessous de cet épisode, cette vidéo, pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi ou pour me contacter si tu veux simplement m'envoyer un petit message. Et bien sûr, comme à chaque fin de podcast, je t'invite à t'abonner bien sûr à ce podcast si le contenu te plaît et si tu as envie d'être tenu au courant de tout ce qui s'y passe. Tu peux également me laisser une petite note ou un commentaire parce que ça aide beaucoup le podcast à se faire découvrir. Et comme ça, je pourrais aider plein de femmes. Et étant donné que c'est ma mission de vie de pouvoir aider le maximum de femmes à se sentir mieux dans leur corps et à réussir leurs essais bébés, etc., et ben ce ne sera que du positif. Voilà, à très bientôt.